tous. Oula, on m'entend bien. OK. Je ne savais pas trop ce que ça allait donner d'avoir un truc là. Déjà, je remercie je suis très contente d'être là et de pouvoir vous présenter mes travaux. Je suis un petit peu fatiguée parce que j'ai passé les 3 derniers jours à gérer tout ce que vous allez voir là. J'espère que vous allez un peu apprécier. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une des études de ma thèse que je suis en train de mener, où on s'intéresse à la flexibilité de la régulation émotionnelle dans le contexte de la paranoïa. Et pour commencer, généralement, quand j'explique mon sujet de thèse et que je parle de régulation émotionnelle, les gens, en général, ont une image assez intuitive de ce que c'est, une description assez intuitive où on va me dire c'est pour réguler ses émotions, pour les influencer ou pour les moduler. Si on prend 2 secondes de recul, il y a quand même une question qu'on pourrait se demander, qui est, dans le fond, mais qu'est-ce que c'est que ça, la paranoïa, la régulation émotionnelle? Et derrière ce terme, en réalité, on parle d'un processus psychologique qui permet d'influencer nos états émotionnels en fonction des circonstances. Et moi, je m'intéresse plus particulièrement à quel point est-ce qu'on est flexible dans la façon dont on régule nos émotions au quotidien et qu'est-ce que ça va changer, notamment quand on est confronté à des pensées de type paranoïaque. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est la régulation émotionnelle? Donc pour commencer, on la définit comme un ensemble de processus par lesquels les individus tendent à contrôler la nature et l'intensité de leurs émotions. Plus précisément, c'est le processus qui permet aux individus d'influencer les émotions qu'ils ressentent, le contexte dans lequel ils les ressentent, et aussi la manière qu'ils vont avoir de les exprimer. Donc c'est un processus qui est transdiagnostique, et on pourrait même parler de processus commun, dans la mesure où on est tous amenés à réguler nos émotions. Et pendant longtemps, il faut savoir que pour réguler nos émotions, de base, on utilise des stratégies de régulation émotionnelle. Et pendant longtemps, dans la littérature, on pensait qu'il y avait des bonnes stratégies de régulation émotionnelle et des mauvaises stratégies de régulation émotionnelle. Bonnes et mauvais étant, dans un cas, facteur protecteur pour la santé mentale et dans l'autre cas, plutôt facteur de risque. Le problème d'avoir cette vision un peu dichotomique, déjà, ce n'est pas très adapté. Et en plus de ça, on a des études qui ont montré qu'une stratégie spécifique, elle peut être très bénéfique dans un contexte et pas du tout dans un autre. Donc, il y a une vraie importance des variables contextuelles et il y a de plus en plus d'études qui bossent sur le sujet. Et parce que les variables contextuelles, on se rend compte qu'elles vont pouvoir influencer le choix, la fréquence et l'efficacité des stratégies de régulation émotionnelle qui vont être utilisées. Donc, quand je parle de variables contextuelles, dans un premier temps, je peux évoquer les caractéristiques individuelles. Par exemple, le fait d'avoir la présence ou l'absence de psychopathologies qui peuvent notamment influencer le type de stratégie qu'on peut mobiliser. Ensuite, on a aussi les caractéristiques de la situation en elle-même, par exemple l'intensité émotionnelle ou le fait de percevoir une menace dans son environnement. Et enfin, on a une des variables qui est quand même essentielle, qui correspond aux résultats attendus, aux objectifs de l'individu. Est-ce que dans ce cas-là, il s'agit plutôt de soulager rapidement une émotion, ou est-ce que potentiellement, on a l'idée de viser un bien-être ou des valeurs plus poussées? De toute façon, dans la littérature, aujourd'hui, on sait que les individus immobilisent pas leur stratégie de régulation émotionnelle de manière automatique, mais que véritablement, l'objectif, c'est de les adapter en fonction du contexte émotionnel et de leurs objectifs spécifiques. Donc, cette capacité à ajuster ces stratégies en fonction de la situation, elle renvoie à une notion qui est centrale dans les travaux récents sur la régulation émotionnelle, qui est la flexibilité. Concrètement, la flexibilité en matière de régulation émotionnelle, ça désigne la capacité à mobiliser un répertoire de stratégies pour pouvoir gérer ses émotions en s'adaptant aux exigences du contexte. Et dans ce cas-là, la stratégie, c'est plus juste elle est bonne ou elle n'est pas bonne, c'est vraiment on considère une stratégie qui est adaptée que si dans une situation donnée, elle va permettre à l'individu de répondre aux caractéristiques de son environnement et à ses objectifs personnels. Pour mieux comprendre comment cette flexibilité elle fonctionne concrètement, nous on s'est appuyé sur le modèle théorique de la flexibilité de la régulation émotionnelle de Bonanno et Burton, qui soutient l'idée que pour évaluer la flexibilité, il ne s'agit pas seulement de compter le nombre de stratégies qui vont être à la disposition de l'individu, ni même de juger le caractère intrinsèquement bon ou mauvais de la stratégie, mais ça va plutôt être d'observer la capacité d'un individu à pouvoir faire des choix de régulation, de stratégie de régulation en fonction des indices contextuels qu'il va percevoir. On a 3 composantes dans ce modèle qui s'influencent mutuellement.
tout en jouant un rôle distinct. Et pour essayer de l'expliquer un peu plus simplement, on va prendre un exemple. Admettons que vous ayez peur des araignées et que ce matin, vous en avez aperçu une dans votre salle de bain quand vous souhaitiez venir à cette super conférence. Pas la mienne, hein, le congrès. Donc, avant de réagir, probablement que vous avez cherché à scanner la situation. Est-ce que l'araignée elle est proche de vous? Est-ce qu'elle bouge? Est-ce que vous pouvez agir? Est-ce qu'il y a un balai, par exemple, pas loin? Et cette évaluation, elle vous a permis de créer une interprétation de la situation. Vous vous êtes centré sur certains indices plutôt que d'autres. Peut-être que vous vous êtes dit, elle est toute petite, je peux gérer. Ou au contraire, peut-être que vous vous êtes dit, en fait, elle est énorme, je suis en danger, il faut absolument que je trouve une solution. Ça, c'est ce qu'on appelle la sensibilité au contexte. C'est la capacité à interpréter les éléments pertinents de son environnement pour pouvoir décider si oui ou non on régule l'émotion. En fonction de cette lecture-là, vous allez ensuite choisir comment réguler cette peur. Si elle vous paraît surmontable, peut-être que vous allez vous dire, bon, elle ne va pas me sauter dessus, c'est ce qu'on appelle la réévaluation cognitive. Par contre, si la peur est très intense et si vous êtes comme moi, probablement que vous allez choisir une stratégie plus immédiate qui est on sort de la pièce et on se met à crier. Le choix, il va dépendre donc de ce que vous avez perçu comme menaçant et des options que vous avez à votre disposition. Une fois que la stratégie elle a été mise en œuvre, vous allez observer ses effets. Est-ce que ma peur elle diminue? Est-ce que je peux me préparer même si l'araignée elle est là? Et puis si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir ajuster votre réponse, par exemple en passant d'une stratégie d'évitement comme crier à une stratégie de résolution qui peut être appeler quelqu'un ou aller chercher un aspirateur. Cette étape d'évaluation et d'ajustement, c'est ce qu'on appelle le feedback. Et donc, dans ce feedback-là, il est dynamique. C'est-à-dire quand on régule nos émotions, on va à la fois revérifier dans notre répertoire si on n'a pas une stratégie plus adaptée, et à la fois, on va évaluer ça en regardant à nouveau la situation du contexte. Donc, dans ce modèle, on voit bien que ce n'est pas vraiment est-ce que la stratégie elle est bonne ou mauvaise, c'est est-ce que j'ai réussi à adapter ma régulation émotionnelle aux contraintes spécifiques du contexte. Typiquement, moi, j'ai réussi à trouver une solution pour pouvoir revenir au congrès aujourd'hui, malgré ma peur. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la paranoïa? Parce qu'avant de vous expliquer le lien entre régulation émotionnelle et paranoïa, je pense que c'est important qu'on le définisse. Et donc, la paranoïa, c'est la tendance à éprouver une méfiance ou une suspicion à l'égard d'autrui, qui est souvent associée à la perception d'intentions malveillantes, même en l'absence de preuves objectives. Et on a un modèle de Garretti et al. Qui propose que les émotions négatives, comme par exemple l'anxiété, la tristesse, elles vont jouer un rôle majeur dans la manière dont les individus vont interpréter leur contexte. Sous l'effet de ces émotions, ce contexte il est souvent interprété comme étant menaçant ou hostile, ce qui peut favoriser l'émergence d'idées paranoïaques. La paranoïa aujourd'hui, elle est considérée comme étant un continuum allant de formes très légères jusqu'à des manifestations beaucoup plus marquées. On peut identifier le fait d'avoir des préoccupations sociales bénignes, le fait d'avoir une certaine sensibilité interpersonnelle, donc une certaine sensibilité à l'évaluation sociale, au jugement d'autrui, le fait d'avoir une méfiance envers autrui, et on peut aller jusqu'à avoir des idées de référence ou des idées de persécution à des niveaux d'intensité variables. Lorsqu'on étudie la régulation émotionnelle dans le cadre des troubles psychotiques plus largement et dans le cadre de la paranoïa, on a des données qui montrent que les émotions elles influencent directement les expériences psychotiques et la paranoïa, que ce soit avant l'épisode, pendant ou après. Et les données, donc on a vraiment un rôle central de l'émotion dans la paranoïa. Et les données, elles montrent aussi que les personnes qui sont atteintes de psychose, et plus généralement qui ont des symptômes psychotiques, elles rencontrent des difficultés à réguler efficacement leurs émotions. Ces travaux, ils ont montré que généralement, c'est des personnes qui vont utiliser beaucoup de stratégies de régulation émotionnelle, mais de manière pas souvent effective, pas tout le temps en tout cas. Quand on les compare à des personnes qui n'ont pas reçu de diagnostic, on se rend compte qu'ils vont faire beaucoup plus d'efforts pour pouvoir réguler leurs émotions sans véritablement avoir les résultats escomptés. Et enfin, parfois, elles ont tendance à s'accrocher à une stratégie sans vraiment réévaluer la situation ni adapter leur réponse. Donc, ces résultats, bien que préliminaires, ils apportent des premiers indices sur le fait que la difficulté de flexibilité de la régulation émotionnelle, elle est présente chez les personnes qui présentent des symptômes de paranoïa. D'où l'intérêt pour cette étude de mener une étude qui soit spécifiquement centrée sur la flexibilité de la régulation émotionnelle en lien avec la paranoïa, et notamment en vie quotidienne. Parce qu'à ce jour, on a uniquement 2 études qui ont utilisé le modèle que je vous ai présenté en lien avec l'étude de la psychose, et on n'a aucune étude qui s'est intéressée à la paranoïa dans un cadre écologique.
Et pourtant, nous, on est parti du principe que étudier le processus de la régulation émotionnelle au plus près de l'expérience quotidienne, c'est ce qui allait nous permettre de mieux appréhender la manière dont les émotions, elles sont régulées, mais dans des situations quotidiennes où la paranoïa, elle est susceptible de se manifester et de fluctuer. Et à terme, l'idée, c'est que grâce à ces connaissances-là et les études qui pourraient découler par la suite, on puisse mettre en place des interventions qui soient plus ciblées et adaptées au vécu des personnes concernées. Donc vous l'aurez compris, l'objectif, c'est d'étudier comment la flexibilité de la régulation émotionnelle, elle influence les fluctuations quotidiennes dans la paranoïa. Je fais juste une aparté, mais dans le modèle que je vous ai présenté, quand je vous parle de sensibilité au contexte, ça a été théorisé de base vraiment sur la capacité à évaluer l'environnement plutôt externe. Mais nous, dans la paranoïa, on sait que les états internes, ça joue un rôle central dans l'apparition de la paranoïa, que ce soit les croyances, les interprétations, les attentes à propos d'autrui, c'est vraiment au cœur de l'expérience paranoïaque. Et donc pour nous, ça nous semblait essentiel de pouvoir intégrer aussi une sensibilité au contexte interne, c'est-à-dire on l'a théorisé comme étant la capacité à percevoir et à évaluer ses propres ressentis et croyances émotionnelles. Et plutôt que de mesurer ces sensibilités de manière globale, nous, on a choisi de nous intéresser à leur variabilité dans le quotidien, en nous appuyant sur des travaux d'Aldao et Hall dans la littérature qui considèrent que la variabilité intra-individuelle, ça peut être un indicateur fin de la flexibilité de la régulation émotionnelle. Et donc, dans cette logique, on a formulé plusieurs hypothèses où on s'attendait à ce que les personnes qui présentent un haut niveau de paranoïa, elles auraient une faible sensibilité au contexte, qu'elles auraient également une faible utilisation des stratégies efficaces, associée à généralement une utilisation des stratégies inefficaces, mais en grande quantité également, qu'elles auraient tendance aussi à persister quand une stratégie est inefficace ou à changer quand une stratégie est efficace. Et que tout ça, ça créerait plus de paranoïa. Au niveau du plan de l'étude, pour tester ça, on a fait une étude en journal quotidien sur 15 jours. Donc hier, on a parlé de EMA. Journal quotidien, en anglais, ça se dit diary, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais en gros, le premier jour, on leur a fait passer des échelles de mesure et ainsi qu'une vidéo explicative de comment ça allait se passer. Et on a recueilli donc les variables de questionnaire et les variables sociodémographiques que je ne développerai pas aujourd'hui, mais on a fait l'échantillon sur prolifique, donc on a demandé à avoir un échantillon qui soit représentatif de la population anglophone. Et ensuite, pendant 14 jours, ils avaient des mesures quotidiennes à raison d'une alerte par jour et ils recevaient une alerte à 18 heures, heure anglaise, et ils avaient 8 heures pour y répondre. Donc l'échantillon prolifique, on visait 200 participants, on en a invité 300 parce que dans ce type d'études, il y a un taux d'attrition quand même qui est très important. Et les données que je vous présente, elles ont été faites sur 195 participants. Au niveau des mesures quotidiennes, ça se passait toujours de la même manière. C'est-à-dire que le premier jour, le participant il devait, de manière à l'écrit, expliquer un petit peu le contexte, la situation émotionnelle qui est difficile qu'il avait rencontrée, juste avec qui, quoi, où, enfin, juste qu'on ait 2-3 indices. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a analysé, il n'y avait pas ce but-là, c'était juste pour replacer les personnes dans la situation et pour vérifier qu'il n'y avait pas trop n'importe quoi quand même. Ensuite, ils en avaient adapté des questionnaires pour avoir des mesures de sensibilité au contexte externe, interne. On s'est intéressé aussi aux émotions et aux stratégies de régulation qu'ils avaient utilisées, notamment quel était le type et quelle était l'intensité. Pour le feedback et l'efficacité perçue, on leur demandait si la stratégie avait permis de diminuer les émotions négatives, d'augmenter les émotions positives, d'atteindre un objectif ou de résoudre un problème, voilà. Et on leur demandait aussi s'ils avaient changé de stratégie. Et on mesurait les niveaux de paranoïa. Au niveau des analyses stats, on a fait donc des modèles multiniveaux où chaque jour était imbriqué dans les participants et on a centré nos variables. Une des premières choses des fois qu'on me dit quand je discute de paranoïa, c'est cette idée que ce n'est pas vraiment vrai que la paranoïa c'est présent en population générale. Donc pour vérifier ça, j'ai regardé un petit peu en termes de moyenne ce que ça donnait. Effectivement, ce qu'on voit, c'est que la paranoïa, c'est assez stable quand même, de manière générale, sur les 14 jours. Par contre, si on regarde bien, la paranoïa, elle n'est pas à zéro. Donc on voit qu'effectivement, il y a des symptômes paranoïaques en population générale. Et on observe aussi qu'il y a une énorme variabilité entre les individus. Il y a des personnes qui rapportent très peu de paranoïa, d'autres qui en rapportent à des niveaux beaucoup plus élevés. Et donc, cette variabilité interindividuelle, elle suggère que regarder juste les moyennes globales, ça ne suffit pas pour rendre compte des différences qu'on peut observer.
Et puis avec ça, on s'est dit peut-être que c'est probable aussi que la paranoïa, elle varie à l'intérieur d'une même personne au fil des jours. Donc pour ce faire, j'ai sélectionné aléatoirement 5 participants, que je vous ai sortis ici, et on observe que leurs trajectoires, elles sont bien différentes. On a des participants qui ont très peu de fluctuations, ce qui est attendu dans un échantillon de population générale, et puis on a celui du haut, là, qui pour le coup fluctue beaucoup plus avec des moyennes plus importantes. Donc, on a une variabilité intra-individuelle dans la population qu'on a étudiée. Au niveau de la sensibilité au contexte interne, on a trouvé un effet principal de la sensibilité au contexte interne qui montre que plus on a une variabilité dans la manière qu'on a d'interpréter les situations émotionnelles au niveau interne, plus on va avoir une diminution du niveau moyen de paranoïa. Au niveau du contexte externe, on retrouve la même chose, mais avec un effet qui est beaucoup plus important, mais ce qui est également attendu dans la mesure où, en général, notre contexte externe a tendance à beaucoup plus varier que le contexte interne. Surtout qu'on on y reviendra, mais on l'a théorisé avec l'idée des croyances qu'on a sur les émotions, donc on peut potentiellement imaginer que c'est quelque chose qui peut être stable. À titre d'information, on a testé l'interaction, qui n'est pas significative, et j'ai essayé aujourd'hui de vous sortir un beau graphique d'interaction, mais R n'a pas été coopératif avec moi, donc vous n'en aurez pas, vous n'aurez que les résultats, et donc ce n'était pas significatif, ce qui était assez étonnant quand même. Enfin, on va aller chercher un petit peu les explications, parce que logiquement, dans la littérature, on sait que quand on a le contexte externe qui a tendance à beaucoup varier, beaucoup fluctuer, en général, c'est ce qui se passe aussi avec le contexte interne, et au contraire, si c'est l'inverse, c'est censé marcher ensemble. Mais bon, c'est comme ça. Au niveau de la discussion, ce qu'on peut dire, pour rappel, je ne vous ai pas présenté l'hypothèse telle qu'elle tout à l'heure, j'ai fait un petit... Voilà, mais l'hypothèse qu'on a posée pour le contexte, c'est celle-ci. On s'attendait à ce qu'une flexibilité réduite, qu'on a théorisée par la variabilité que les individus percevaient, elle allait prédire une paranoïa plus élevée. Et donc, concrètement, ce qu'on observe, c'est que oui, nos résultats, ils confirment que la flexibilité de la régulation émotionnelle, qu'elle soit interne ou externe, ça joue un rôle dans la paranoïa quotidienne. Le fait d'avoir une faible variabilité interne et externe, interne, ça peut refléter le fait qu'on a une certaine rigidité dans les croyances émotionnelles qu'on va avoir. Et pour ça pourrait favoriser en fait une perception assez figée et menaçante du monde, ce qui fait que ça pourrait aussi expliquer le fait qu'on a tendance à évaluer le contexte externe toujours de la même manière, c'est-à-dire c'est menaçant, c'est dangereux, c'est la merde, quoi. Donc pour le contexte externe, n'importe quoi, je vous ai déjà dit, je suis fatiguée moi. Les limites qu'on peut soulever à ça, c'est que les analyses, elles ne sont pas encore finalisées. Là, je vous ai présenté uniquement les résultats sur le contexte. L'idée, c'est quand même de faire un modèle de la flexibilité avec les 3 composantes que je vous ai présentées tout à l'heure. Mais c'est beaucoup de données à traiter et ce n'est pas fini, mais bientôt, ça arrive. On a aussi mesuré l'affect négatif. On sait que l'affect négatif, ça a un rôle très important en lien avec la paranoïa et on veut mettre l'affect pour contrôler justement au niveau des paranoïas. Ça n'a pas encore été mis dans les analyses, donc autant peut-être que ça pourrait faire changer les choses. Comme je vous disais, le contexte interne, on l'a défini uniquement sur le plan cognitif, avec l'idée que c'est des croyances qu'on va avoir sur les émotions. C'est assez nouveau dans ce champ-là d'utiliser ça comme ça, mais on peut imaginer qu'il y a d'autres manières de conceptualiser le contexte interne et qu'on pourrait par la suite, on va dire, étayer un peu cette vision des choses. Et on s'est posé la question de savoir si l'interaction, est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas assez de puissance au niveau interindividuel. En général, quand même, dans des modèles multiniveaux, le fait d'avoir 195 personnes, c'est pas si mal que ça, mais vu que véritablement on s'attendait à l'interaction et qu'on ne sait pas trop, vu que la manière dont on a théorisé les choses, est-ce que c'est peut-être ça qui peut poser le problème, on va faire une réplication sur le même nombre de participants. Donc, les points clés de cette étude, au final, c'est qu'on a pu mettre en évidence qu'a priori, il y a un lien entre la sensibilité au contexte, qu'elle soit interne ou externe, et la paranoïa qu'on ressent dans notre quotidien. C'est une étude du coup, qui, pour une première fois, a pris en compte le contexte interne. On a utilisé donc une méthodologie écologique et c'est ce qui n'avait pas été fait avec ce modèle-là dans le cas de la paranoïa. Et on espère que ça va contribuer à la compréhension des mécanismes émotionnels de la paranoïa. En termes de remerciements, je voudrais remercier David, à qui j'ai envoyé mon diapo 1 heure avant de présenter. Et vu que j'ai la parole, je profite. À Madi pour avoir géré avec moi toute l'année sur les mijotés et à tout le monde d'être là. Voilà. Merci pour votre attention.
Tout d'abord, merci pour la présentation. Et j'ai une question qui est peut-être un petit peu à côté de la plaque, mais je tente le coup. Vous avez parlé de la régulation émotionnelle, du coup, plutôt autocentrée. Et je me demandais, quelle est la place que peut avoir la régulation émotionnelle externe sur la flexibilité des personnes atteintes de paranoïa. Donc, Quand vous dites externe, c'est avec les autres? Ouais. Oui. Alors, c'est vrai que je n'ai pas détaillé tout ça, mais dans les stratégies de régulation émotionnelle, on a la stratégie qu'on appelle le partage social, typiquement. Donc, ça fait partie des stratégies. C'est vrai que nous, dans cette étude, on ne s'intéresse pas véritablement à quelle est la stratégie en tant que telle qui est utilisée, mais plus est-ce que ça varie, mais ça fait partie des items qu'on a mis. Mais on pourrait imaginer que, en fait, dans le cas de votre question, c'est est-ce que, si c'est plutôt de la régulation externe, à quoi est-ce que vous vous attendez par rapport à la paranoïa? Qu'il y en ait plus, moins? J'aurais tendance à dire peut-être un peu moins de flexibilité par défaut comme ça. Oui. Mais je sais pas. Dans la mesure où c'est des difficultés effectivement envers les autres, là je vous le dis naïvement, je n'ai pas les données sous les yeux, mais généralement le partage social, ce n'est pas forcément la stratégie vers laquelle ils vont aller. Je m'en doutais. Mais ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci Emma pour ta présentation. C'est peut-être la 3e fois que j'y assiste et c'est toujours aussi intéressant. Moi j'ai une question sur la... Alors je comprends bien que c'est différent, la sensibilité au contexte et le feedback, mais j'ai l'impression que c'est quand même forcément lié, puisque pour être capable de juger si ma stratégie est efficace, il faut que je sois sensible à des variations dans mon contexte interne notamment. Est-ce que c'est le cas? Et à quoi ressemblerait un problème de feedback qui ne serait pas lié à la sensibilité au contexte interne, du coup? Je suis d'accord avec toi. Et on est en train de mener une autre étude, notamment parce qu'on fait l'hypothèse que dans ce qu'on appelle en termes de compétences de régulation émotionnelle, on fait l'hypothèse que dans la sensibilité au contexte et dans le feedback, probablement qu'on appellerait les mêmes choses, notamment le fait de monitorer, etc. Là où Bonanno, ce qui lui estime la différence, c'est que véritablement la sensibilité au contexte, c'est au moment où l'émotion arrive, qu'est-ce que je repère comme indice à ce moment-là? En fait, le feedback, c'est un peu le moteur qui permet de relancer la machine. Et dans certains cas, notamment, je disais qu'on a des personnes atteintes de paranoïa qui vont continuer à utiliser une stratégie alors qu'elle n'est pas efficace, sans réévaluer ou à changer au contraire alors que c'était efficace. Du coup, le feedback, c'est plus par rapport à ça. Mais au niveau des compétences pures et dures, moi, mon hypothèse, c'est qu'il y a quand même beaucoup, voire probablement que les compétences de régulation émotionnelle sont les mêmes dans les deux cas, mais qu'elles ne permettent pas tout à fait la même chose. Ah. C'est super. Pardon, est-ce que vous pouvez recommencer? J'étais en train de rigoler. Est-ce que les personnes atteintes de paranoïa, il y a un répertoire d'action, ils ont des tendances à utiliser certaines... Stratégie de régulation émotionnelle? Pardon? Stratégie de régulation émotionnelle? Ouais, voilà, c'est ça. Oui et non. Oui et non, parce que dans la littérature, pendant longtemps, on disait que les personnes qui étaient atteintes de paranoïa, elles allaient plutôt utiliser des stratégies d'évitement et des stratégies de suppression de l'expression émotionnelle. Notamment, ça, c'était souvent dans le champ de la schizophrénie. On estimait que c'était la stratégie associée à ça. Et en fait, on se rend compte déjà qu'on utilise tous un peu toutes les stratégies de régulation émotionnelle. On pourrait imaginer qu'en termes de proportion, c'est possible qu'ils l'utilisent un peu plus, mais en fait, on a des résultats très contradictoires. Parce que quand on fait des études en labo, au niveau expérimental, on n'a pas de différence quand on donne des consignes aux participants, etc., sur des tâches. Il n'y a pas de différence en termes de quelle est la stratégie qui va être favorisée et choisie, qu'on ait de la paranoïa ou pas. Donc, ça n'empêche qu'il est possible que dans le quotidien, il y a une différence. Après, est-ce que c'est dû à la paranoïa ou est-ce que c'est dû à l'individu en lui-même qui a des préférences pour certaines stratégies? Pour l'instant, je ne peux pas répondre à la question.
Je vous en prie.